Et donc pour parler de Gérald Darmanin, nous recevons Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris. Bonjour Philippe Prigent. Bonjour. Alors Gérald Darmanin, suite aux épisodes violents de ce week-end après la victoire donc du Paris Saint-Germain, l'a reconnu, les condamnations ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays. Alors déjà, on le félicite d'avoir, eu cette prise de conscience et puis derrière, il explique, on va y venir dans le détail ensuite, tout un tas de mesures qu'il aimerait mettre en place pour pouvoir régler ce problème de la violence. Alors vous, Philippe Prigent, commençons par là. Votre avis déjà sur ce qui s'est passé ce week-end et puis sur le réveil de Gérald Darmanin qui d'un coup réalise que les condamnations, plus généralement la justice, n'est plus à la hauteur des difficultés du pays en matière de sécurité. Alors, du point de vue pénal, on a eu une multitude d'infractions extrêmement graves. On a beaucoup de vols en bande organisée, vols avec armes, vols avec violence. Il y a eu des morts. Alors, sont-ils liés au vol ou non? Ça, c'est apparemment pas encore déterminé. Normalement, on aurait dû réunir une cour d'assises. Alors évidemment, ça prendrait du temps, hein, mais une bonne partie de ces infractions sont criminelles. Le vol à main armée, c'est criminel. Le vol en bande organisée aggravé, c'est criminel. On a eu des comparutions immédiates, ça c'est un choix du procureur, avec des sanctions qui ont effectivement été après d'une mollesse invraisemblable. Mais en réalité, Gérald Darmanin fait un bon diagnostic, mais il est confronté à un problème grave qui est les juges pénaux, j'insiste, les juges pénaux, surtout dans les grandes villes, n'ont pas envie de sanctionner les voyous. C'est-à-dire que de façon générale, l'opinion du juge pénal est que, quoi qu'il arrive, on ne va pas véritablement appliquer la loi et on va même s'évertuer à refuser de voir ce qu'il y a dans la loi. Par exemple, le fait que certains vols aient été à main armée, il y avait des gens qui étaient armés, ça saute aux yeux. Certains vols étaient en bande organisée, il y a des gens qui étaient visiblement venus pour piller. Pas de sanctions particulièrement sévères et le juge ignore massivement le contenu de la loi. Alors, la règle juridique, parce qu'effectivement, lorsqu'on décide que ça va être 500 euros avec du sursis, c'est-à-dire avec rien, alors que le code pénal prévoit 10 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, plus les dommages et intérêts, évidemment, c'est qu'on est rentré dans une logique de laxisme extrêmement prononcée. Bru Darmanin se rend bien compte du problème, sauf que, outre que les instructions qu'il a données au procureur étaient assez laxistes, puisque les procureurs n'ont pas requis autant qu'ils auraient dû requérir, à la base, il y a effectivement une difficulté tenant au fait que la magistrature pénale, je distingue bien de la magistrature civile qui est assez différente, même si ce sont des gens qui ont passé le même concours, la magistrature pénale ne voit pas véritablement d'intérêt à la peine. Mmh. Sur ces juges qui ne veulent pas, appliquer la loi, Philippe Prigent, comment est-ce qu'on en est, arrivé là? On entend souvent, effectivement qu'il y a même un deux poids, deux mesures dans la justice. On pourra y venir parce que on le voit, ces juges-là, lorsqu'il s'agit, d'appliquer la loi de façon d'ailleurs un peu détournée ou bien particulièrement sévère vis-à-vis, d'élus de droite ou bien, de militants patriotes ou bien d'associations, voilà, qui essaient de défendre la culture française. Là, par contre, les juges se montrent particulièrement zélés. Alors, il y a un vrai problème, c'est que le juge se comporte comme ce qu'on disait, enfin la caricature, de, l'inquisition à la grande époque. On disait que l'inquisition était terrible envers, les hérétiques, et laxiste envers les pécheurs. Un exemple, c'est, vous aviez un bonhomme comme, Gilles de Rais qui n'a pas été particulièrement poursuivi pendant un bon moment, puis à un moment, il a fini par être, poursuivi pour hérésie et là, par contre, on lui a tapé dessus. L'île de Ré, c'est une sorte de Landru, enfin, particulièrement, gratiné, dans ses violences. En réalité, ce qui choque la plupart des magistrats pénaux, c'est effectivement le fait de dévier d'une ligne idéologique. Ça, effectivement, si vous êtes génération identitaire, vous allez être condamné parce pour usurpation de prérogatives d'autorité publique, parce que vous promenez avec des costumes bleu clair. Et alors évidemment, les gens pensent bleu clair égale police. Bon, vous avez qu'à regarder une partie des militants génération identitaire, notamment les femmes. Regardez Thaïs Descuffon, par exemple, vous la prenez pas pour un policier lorsque vous la voyez avec son costume bleu clair. Enfin, je veux dire, personne ne Mmh. prend ça au sérieux. En revanche, effectivement, les juges sont extrêmement laxistes envers les délinquants pour être
mais parce que de façon culturelle, on recrute dans la magistrature, dans autre chose que la population. C'est-à-dire que si vous demandez son avis à la population en règle générale, vous aurez une certaine vision de comment faut-il sanctionner les délits. Mais qui devient magistrat? Qui devient magistrat pénal sont des gens qui se disent allez, 20-25 ans, moi j'ai envie de passer un concours pour être ultra protégé dans ma vie. C'est-à-dire que déjà, vous êtes fonctionnaire, vous êtes assez largement protégé. Mais alors, si vous êtes magistrat, vous êtes vraiment le summum de l'invirable. Il y a un des exemples célèbres, si ça vous amuse, vos auditeurs, d'aller regarder sur le site du CSM, Conseil supérieur de la magistrature, les manquements disciplinaires. Et alors, pas les noms, mais les manquements sont rappelés. Et avec des cas où on se dit, mais c'est pas possible, comment se fait-il que ce bonhomme n'ait pas été viré? Et on lui donne une petite réprimande, un petit Mmh. rappel, on c'est pas gentil, il faudrait pas recommencer. Donc, ce sont des gens qui sont complètement invirables, qui viennent quasiment tout le temps de la petite bourgeoisie. Ça joue aussi. Sont des gens qui sont en réalité assez protégés des conséquences de leurs décisions, mais qui ont aussi l'idéologie massivement répandue dans leur classe sociale. L'idéologie Marine Tourdellier. On va dire que c'est ça. C'est là-dedans qu'on est en train de recruter les magistrats. Et à côté de ça, là, il y a un problème budgétaire, mais alors pour le coup, dont le Parlement est responsable, ou bien le gouvernement lorsqu'il fait, le gouvernement et le Parlement lorsqu'il y a un 49.3. Mais le problème date d'il y a longtemps. Les parlementaires français ne votent pas de budget pour mettre des gens en prison. C'est-à-dire que si on veut avoir des prisons, c'est tout con, on peut mettre des amendes. Effectivement, ça a un certain effet, mais en fait, sur des gens qui ne sont pas très solvables, l'amende, avec en plus les dommages et intérêts, ne sont pas très efficaces. Si vous demandez à quelqu'un de réparer un magasin Louis Vuitton, par exemple, ou un magasin Chanel, parce que le magasin a été pillé, Mmh. vous imaginez la valeur vénale de ce qui a été volé chez Louis Vuitton ou chez Chanel. Le moindre ressac à main doit être à 5 000 euros. Donc forcément, si vous prenez quelqu'un d'insolvable, l'amende ne va pas avoir trop d'effet, sachant qu'il y a déjà les dommages et intérêts. Par contre, il faudrait construire des places de prison. On le sait depuis des décennies. Gérald Darmanin avait dit d'ailleurs qu'il le ferait. Il avait donc son objectif de construction de prison, de places de prison. Alors, il a un objectif, mais à la base, c'est le nombre de places de prison compte tenu du besoin, c'est à lui de le décider. Il ne faut pas oublier que le dernier budget est passé en 49.3. C'est-à-dire que lorsqu'il explique le budget n'a pas de place de prison alors que je voulais des places de prison, c'est lui qui a engagé sa responsabilité, qui a dit au Parlement, je vous force la main. 49.3, c'est possible, hein, c'est pas illicite, mais ça consiste à dire, j'engage ma responsabilité. Si vous voulez, par exemple, construire des places de prison, il va falloir me virer. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il a dit, je soutiens un budget où il n'y a pas d'argent pour construire des places de prison. Et ça fait plusieurs années qu'on a des budgets en 49.3. Et non seulement il a proposé des budgets sans place de prison, mais il a dit aux gens, c'est à prendre ou à laisser. C'est Gérald Darmanin sans place de prison, mais si vous voulez des places de prison, ce sera sans Gérald Darmanin. C'est littéralement ce qu'il a forcé Mmh. via la Constitution. Le Parlement a décidé. Alors le Parlement a décidé qu'on n'allait pas avoir de place de prison, effectivement. Et là-dessus, faut être clair, c'est la responsabilité du Parlement. Donc, in fine, pour l'aspect place de prison, parce que ça permettrait aussi de régler progressivement le problème. Pour l'aspect place de prison, c'est la responsabilité des électeurs. C'est-à-dire que moi, ça me fait un peu de peine à dire, mais les gens disent il faut mettre les voyous en prison. Par contre, ils votent pour les candidats qui disent on va surtout pas augmenter le nombre de places de prison, donc forcément, on ne peut pas mettre les gens en prison. C'est question de tout bête, mais ce que je vais dire est horrible, mais à une époque, on avait des châtiments corporels. Donc, vous pouvez voter pour une politique extrêmement sévère qui pouvait être appliquée sans avoir un budget énorme. Si vous êtes en Arabie Saoudite, une partie de votre budget sanction, c'est le budget coup de fouet. Bon, bah, vous avez juste besoin d'un bonhomme avec un fouet, ça vous coûte pas si cher que ça. Mmh. Par contre, si vous appliquez la prison, ce qui est, je pense, bien préférable, si vous avez des peines de prison, à ce moment-là, il faut avoir un budget. Et là-dessus, les Français sont, j'aime beaucoup mon peuple, hein, mais les Français sont un peu schizophrènes parce qu'ils vous disent d'un côté, on veut avoir des sanctions, ok, mais on veut surtout pas payer pour mettre en œuvre les sanctions. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui votent et ça a été encore le cas d'ailleurs en 2024, on a eu des élections législatives, les gens ont voté pour la coalition qui avait dans son programme, manifestement, on va surtout, coalition alors de la France Insoumise, du nouveau parti politique capitaliste à Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, disant il ne faut surtout pas construire de places de prison. Donc forcément, les gens ne vont pas être sanctionnés. Et tant qu'on n'aura pas résolu le problème des places de prison en votant un budget pour ça, de toute façon, le problème ne sera pas réglé. Parce que si demain, vous avez la magistrature la plus sévère, vous augmenterez les peines d'amende. Ça, c'est vrai, les peines d'amende seraient beaucoup plus importantes. Elles n'auraient pas forcément beaucoup d'effets. Elles en auraient un peu, ça c'est clair. Mais elles n'auraient pas forcément beaucoup d'effets compte tenu des dommages et intérêts, surtout lors des cas de pillage.
parce qu'évidemment, il y a des dommages d'intérêt actualisés sur l'inflation. En revanche, le problème ne sera toujours pas réglé parce qu'on n'a toujours pas mis de budget. Mmh. Le budget, donc dont on pourra, discuter, prochainement d'ailleurs, Philippe Prigent. Revenons-en donc, à ces peines qui ont été, distribuées, après la nuit de samedi à dimanche. On a par exemple ce fameux stage de citoyenneté. Donc, dans la hiérarchie, vous nous dites, il y a les châtiments corporels, hein, qui n'ont plus, qui ne se déroulent plus en France. Entre les 2, on a les peines de prison et puis vraiment tout en dessous, on a ce fameux stage de citoyenneté. Il y a l'idée, encore admise par les juges, qu'un stage de citoyenneté peut ramener à la raison, ou en tout cas au savoir-vivre, des hordes de barbares, parce que c'est comme ça qu'elles ont fini par être appelées dans certains médias, et je pense à juste titre. Ce stage de citoyenneté, est-ce qu'on ne lui donne pas trop d'importance, trop de pouvoir, et surtout, est-ce qu'il est bon de le conserver justement dans notre appareil juridique comme étant une peine, donc finalement une solution de sanction réellement pertinente? Alors, en vrai, je pense que c'est perçu même comme un peu une peine, c'est-à-dire se dire on va c'est comme les heures de colle en fait. C'est-à-dire que c'est une sanction extrêmement légère, Mm. mais c'est vrai qu'aller faire des stages de citoyenneté, c'est moins sympa que de jouer à GTA ou de se regarder une série sur Netflix. J'ai vu une fois le contenu d'un stage de citoyenneté, c'est effectivement extrêmement ennuyeux, hein. Moi, je le percevrais comme une punition. Mm. Plaisanterie à part, le fait est que le juge est confronté à un problème de base qui est, il n'y a pas de place de prison parce que les Français, eux, ne veulent pas de place de prison. Enfin, je suis désolé de le dire, mais ça fait à peu près 40 ans d'élections où les partis qui proposent des peines de prison perdent par rapport aux partis qui proposent de ne pas avoir de peine de prison. Donc, au bout d'un moment, les gens ont ce pourquoi ils votent. Les juges sont trop laxistes, je suis d'accord, mais à la base, le problème, c'est que les gens ne veulent pas mettre d'argent pour ça et ils veulent pas rétablir non plus les châtiments corporels. Ça, pour le coup, ils ont raison. Donc, résultat, on se retrouve avec forcément pas de sanction possible. Le stage de citoyenneté est perçu comme, je pense pas que les magistrats soient naïfs en se disant ça va vraiment changer quelque chose, mais c'est dire bah faut bien qu'on fasse quelque chose, donc on va faire ça. L'amende, les gens sont pas solvables, surtout après les dommages d'intérêt. La prison, c'est hors de question, de toute façon, c'est impossible. Donc, on va mettre quelque chose, c'est plus symbolique. Quand les gens font pas vraiment les stages de citoyenneté, parce qu'en pratique, c'est pas forcément exécuté, ça n'a pas véritablement de sanction. Là où c'est aussi révélateur, le stage de citoyenneté, c'est qu'en réalité, ça entretient un système parasitaire. Parce qu'au lieu de construire des prisons qui seraient quelque chose qui serait vraiment utile, on décide de construire des peines de prison. Une prison, c'est conçu pour être solide à la base, hein. Donc forcément, une fois que votre prison a été mise en place, elle vous dure très longtemps, il faut l'entretenir un peu, mais à la base, c'est une grosse maison de béton, hein. On n'est pas vraiment dans l'esprit confort et villa. Par conséquent, on pourrait avoir mettre de l'argent, tu sais, à la citoyenneté pour mettre des peines de prison. Là, ça permet d'entretenir tout un écosystème de parasites, de gens qui enseignent la citoyenneté, donc qui ne servent absolument à rien, hein. C'est de l'argent public gaspillé. On est à la limite des détournements de fonds publics, tellement l'argent est jeté par les Mm. fenêtres. Mais ça permet de dire, bon, on a fait quelque chose de juste. Je pense pas que ça va véritablement changer le comportement des gens, mais c'est juste de dire, bah, j'ai imposé quelque chose, quoi. Il y a un mot qui sort très peu hein, après donc toutes ces violences de ce week-end, c'est le mot d'immigration. Gérald Darmanin essaie d'afficher une certaine fermeté sur le terrain de la justice, comme si aujourd'hui on pouvait encore se permettre de parler de redressement du pays, de solutions pour faire face à l'insécurité, sans évoquer le biais de l'immigration. Aujourd'hui, on le sait, la plupart des jeunes ou moins jeunes qui se sont excités dans Paris samedi soir étaient des jeunes qui provenaient des banlieues qui, on le sait, sont habitées en grande majorité par le fruit de l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas finalement à nouveau un tabou sur ce sujet, alors qu'on pensait ces derniers temps quand même que petit à petit, ça s'installait, Gérald Darmanin lui-même en parlait, il y a eu ce sujet des OQTF. Aujourd'hui, personne n'en parle, personne ne fait le lien. Alors, enfin, peu de gens dans les médias, ça c'est vrai. En revanche, tout le monde le sait très bien. Bah oui. C'est-à-dire que parmi les professionnels de la justice, si vous voulez savoir où est la partie pénale dans un tribunal, vous allez là où les gens ont l'air d'être d'origine arabo-africaine. Enfin, véritablement, c'est évident, tout le monde le sait. Vous allez dans une prison, tout le monde le sait. Vous regardez les comparutions
vous le voyez. Et si un jour des auditeurs ont envie, de justice et public, d'assister aux audiences d'un tribunal correctionnel, vous faites une journée dans le tribunal, vous n'avez plus aucun doute. Non seulement ça, mais tout le monde le sait. C'est-à-dire que quand on demande leur avis, aux Français, ils vous comprennent bien que l'immigration est liée évidemment à la Il délinquance. suffit Elle de est liée à la regarder délinquance. les images qui ont Il circulé suffit de regarder samedi les soir. images. Les gens qui étaient sur, la statue de Jeanne d'Arc, c'était pas, les gamins du 16e. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Tout le monde sait que, effectivement, on a une population importée qui est différente. Si jamais ça intéresse vos auditeurs, il y a un très bon auteur allemand qui s'appelle Norbert Elias, qui écrit des livres au sujet de la civilisation de l'Occident. Et en fait, il explique comment, à compter de la fin du Moyen Âge, cours du Moyen Âge, les mœurs se sont civilisées, ça a pris du temps, et nos mœurs sont beaucoup plus douces et tempérées que ne l'étaient les mœurs du XIIIe siècle. Mais c'est un très, très long processus civilisationnel qui fait que on s'est éloigné de la brutalité initiale pour arriver à des comportements beaucoup plus retenus. Ça a littéralement pris des siècles de transformation sociale. Les populations que nous faisons venir n'ont pas subi, cette transformation. En un sens, ils se comportent comme, des, paysans de l'an 1000, avec, la brutalité, qui va avec. Et là-dessus, là encore, c'est triste à dire, mais c'est un peu le choix des gens. C'est-à-dire que tout le monde sait que l'immigration est la cause principale de, la délinquance et de la criminalité. Seulement, les gens votent pour. Enfin, il y a un problème là-dessus, du point de vue mais c'est un choix politique, c'est-à-dire que quand dans un choix, il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais les Français font, depuis, une cinquantaine d'années, une bonne quarantaine d'années, le choix de voter pour des partis qui vont mettre en place plus d'immigration ou laisser faire plus d'immigration. Quand vous votez, Mélenchon, PS, Macron, Bayrou, Retailleau, vous savez que vous allez avoir plus d'immigration. Les gens savent d'ailleurs que l'immigration va augmenter avec ces gens-là. On a vu par exemple Sarkozy, président de la République, les gens ont vu que sous Nicolas Sarkozy, il y avait plus d'immigrés illégaux que sous Lionel Jospin. Mmh. Donc là-dessus, il y a un vrai problème. Tout le monde sait que c'est lié à l'immigration, mais c'est triste à dire, au moins pour l'instant, et ça fait quand même plusieurs décennies, les gens votent pour. Il y a une jolie formule de Bossuet qui est, Dieu se rit des hommes qui, chérissent, les effets dont ils déplorent les causes. Si, vous votez pour avoir une immigration massive, d'origine arabo-africaine, bah, vous allez avoir les conséquences massives de, vivre dans un pays aux mœurs arabo-africaines, y compris la violence. Mmh. Et violence qui dans ces pays-là n'est endiguée, et c'est pas du tout parfait, mais n'est endiguée que par une, dureté policière qui, ferait rougir ici. Et pour le coup, je parlais des châtiments corporels. Les châtiments corporels existent encore. Vous faites ce genre d'émeute, en Arabie, saoudite, en Tunisie ou en Côte d'Ivoire, la police va pas vous envoyer en prison. Là encore, il y a pas de budget pour les peines de prison là-bas non plus, hein, ça va Mmh. pas se mentir, c'est un peu universel. Par contre, les sanctions vont être immédiates et un peu plus sévères. Mmh. Philippe Prigent, quand on voit que Gérald Darmanin veut durcir donc la loi en France avec la suppression des aménagements de peine obligatoires, la suppression des sursis, la mise en place des condamnations minimum, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un système qui, petit à petit, même si c'est laborieux, va se diriger vers un ultra-contrôle avec une loi qui va se durcir pour tous, parce qu'évidemment, ça va être difficile de faire du cas par cas. Et donc, finalement, est-ce que c'est pas une fois de plus les Français qui vont se retrouver avec un appareil juridique extrêmement sévère, alors que pourtant, encore une fois, ceux qui en sont la cause sont issus déjà de populations qui n'étaient pas là initialement, vous l'avez dit, qui souvent n'ont même pas les mêmes codes culturels, et finalement on va se retrouver à devoir supporter une situation dont on n'est même pas à l'origine. Alors, oui, mais alors pour le coup, tant mieux. C'est-à-dire que les mécanismes consistant à dire les peines, alors si jamais c'était mis en œuvre, hein, parce qu'il ne faut pas Mm. oublier que Gérald Darmanin a voté pour les aménagements de peine obligatoires, enfin soutenu ces règles. Maintenant, il explique qu'il faut les défaire. Donc bon, comme disait Einstein, la folie, c'est de faire confiance aux gens qui ont créé les problèmes en espérant qu'ils vont les résoudre. Mais imaginons qu'ils le fassent. Pour le coup, ce serait beaucoup mieux parce que actuellement, nous vivons dans un immense arbitraire pénal. Je vous disais, l'exemple de peine criminelle, là, on a eu littéralement des vols à main armée. Vol à main armée, c'est criminel, on est à plus de 15 ans de prison et plus si affinité, et vous pouvez vous retrouver avec zéro. On se retrouve dans un arbitraire énorme,
arbitraire qui d'ailleurs pendant longtemps a été dénoncée en France. La première doléance sur les cahiers de doléances en 1789, c'est pas la lutte contre les privilèges, c'est pas la fiscalité, c'est on en a assez d'avoir des magistrats qui rendent des décisions complètement aléatoires d'un magistrat à l'autre et on a l'impression d'être dans la main de l'arbitraire judiciaire. Donc, et en France, pendant longtemps, c'était le cas pendant tout le 19e, une bonne partie du 20e siècle, les peines étaient beaucoup plus encadrées. Effectivement, il y avait des fourchettes et à un moment, bah oui, vous aviez commis un vol à main armée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être plusieurs années de prison. Bah, ça vous apprendra à commettre des braquages. Mmh. Et d'ailleurs, la plupart des gens ne commettent pas de braquage. Faut vraiment, faut arrêter même l'idée d'avoir enfin, les vols en bande organisée, les vols avec violence. Je veux dire, vous avez beaucoup de gens, même quand ils sont parfois un peu sous polais, qui n'ont même pas l'idée de commettre un braquage ou un vol en bande organisée ou un vol en réunion. Donc là-dessus, ou un vol avec violence, les peines seraient, si jamais c'était appliqué, durcies. Oui, mais c'est pas plus mal parce que ça permettrait aussi d'éviter l'arbitraire judiciaire. Ça permettrait aussi, et là-dessus, il faut distinguer la chose, il faut distinguer la procédure de la peine. L'idée, par exemple, que vous avez un aménagement de peine obligatoire. C'est si vous êtes en prison et que vous ne commettez pas de nouvelles infractions, vous allez avoir une réduction de peine. Mais à quel moment vous avez droit à une réduction de peine parce que vous n'avez pas violé votre co-détenu? Enfin, Mmh. c'est quand même absolument lunaire. C'est de dire à quelqu'un, pour exemple, d'une grande figure morale qui était Ami Traoré, Adama Traoré, pour lequel tout le monde s'est incliné, tout ça, violer son co-détenu sous la menace d'une fourchette. Alors, à quel moment il a vu une fourchette, il s'est dit que ça allait aider dans sa vie sexuelle? Je ne sais pas. Le mec était un peu particulier. C'était une figure morale, mais bon, quand même. Là-dessus, il se trouve que ce monsieur, s'il n'avait pas commis de viol, aurait eu droit à des réductions de peine automatiques. Mais à quel moment on peut dire à quelqu'un, écoute, tu as reçu une fourchette pour manger, tu n'en as pas profité pour violer ton co-détenu, ta peine va donc être diminuée. Mais c'est une plaisanterie. Ça devrait être, attends, tu es en prison pour un certain temps, si jamais tu commets un délit sur ton co-détenu, c'est pas parce que c'est un co-détenu que tu as le droit de le martyriser, si tu commets un délit sur un co-détenu, à ce moment-là, tu vas être sanctionné. Et pour le coup, si on veut arriver à surveiller le comportement des gens, autant la surveillance générale par caméra de sécurité déjà ne sert à rien et est violemment liberticide, Mmh. autant en revanche, pour les gens qui sont en prison, avoir en permanence une caméra qui désormais avec une IA analyse ce que font les gens et dire à quelqu'un, écoute, on a regardé, mais tu as violé 17 fois ton co-détenu, bon, bah, tu vas être condamné 17 fois pour viol. Mmh. Ça va pas être réduction de peine automatique si tu l'as pas fait. Ça va être si jamais tu le fais, on va te remettre en prison, enfin on va prolonger ta peine, et peut-être que tu ne sortiras jamais de prison, mais en même temps, si tu es un Adama Traoré, il vaut peut-être mieux que tu ne sortes jamais de prison. Oui. En tout cas, que tu n'aies jamais accès à une fourchette, ce qui devient compliqué en dehors d'une prison. Oui, mais alors là, par exemple, je pense à autre chose, mais il était question il y a quelques semaines ou mois maintenant même, de s'interroger sur, l'excuse de minorité dans la loi et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit: «Bon, bah, dans une société civilisée, on peut pas tenir responsable de la même façon un adulte de 40 ans qu'un enfant de 13 ans» et aujourd'hui, on est obligé de le remettre en question parce qu'on est face à une jeunesse qui, encore une fois, il faut le dire, qui est quand même, en grande partie issue de ces quartiers sensibles et donc très soumis à l'immigration. Et donc on va remettre en question cette idée qui était pourtant saine initialement et plutôt éclairée parce que bah, on est confronté à des gens qui ne peuvent pas rentrer dans cette case-là. Alors, l'excuse de minorité sous sa forme actuelle, parce qu'il y a toujours une excuse de minorité, hein, vous vous étiez au XIIIe siècle, on n'allait pas considérer qu'un enfant de 8 ans était pénalement responsable. Et ça aurait fait rigoler tout le monde. Mm. L'excuse de minorité, en réalité, ne sera vraisemblablement pas remise en cause massivement de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un texte qui dira ceci, cela, mais est-ce qu'on va envoyer des enfants de 13 ans en prison? Non, ça Mm. n'arrivera pas. Et d'ailleurs, pour le coup, même à des périodes qui étaient très dures, prenez un des systèmes pénaux modernes les plus durs était l'Angleterre du 19e siècle. L'Angleterre du 19e siècle ne mettait pas des enfants de 15 ans au bagne. Ça leur est jamais venu à l'esprit. En revanche, ce qu'on pourrait avoir si on veut éviter la remise en cause de l'excuse de minorité, c'est deux choses, mais qui pour le coup sont dans le droit qui existent déjà. La première, c'est les dommages d'intérêt, y compris la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Parce que quand vous participez à une dégradation, même si vous êtes une vingtaine plein de co-prévenus ensemble, vous jugez le petit jeune avec les plus âgés. Éventuellement, vous ne le sanctionnez pas aussi durement, seulement ça veut dire qu'il est solidaire des dommages et intérêts,
et que si lui doit payer les dommages d'intérêt, ça veut dire que les parents doivent payer les dommages d'intérêt. Et quand on dit aux parents, écoute, Mamadou, si jamais ton fils va piller un magasin LVMH, il va falloir que tu rembourses à Bernard Arnault la valeur des sacs à main et autres. Et alors là, vous voyez, ce que vous disiez, le prix du sac à main, les gens disent alors aux enfants, bon, il va falloir quand même un peu arrêter tes bêtises parce que tu vas nous ruiner avec ça. Mmh. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que pourquoi les adolescents se lancent-ils dans la délinquance? Ils se lancent dans la délinquance parce qu'on leur donne le pire exemple qui soit, c'est-à-dire l'exemple du laxisme. En fait, d'une certaine façon, la responsabilité des violences commises par les enfants, les adolescents, c'est la violence que les adultes laissent prospérer. Lorsque vous montrez à Mamadou que son frère de 23 ans peut commettre infraction sur infraction et qu'il n'y a jamais de sanction, il se dit mais pourquoi je ne ferais pas pareil? Parce que ce serait idiot de ne pas le faire. Et en un sens, il a raison. Si vous voulez, en évitant l'excuse de minorité, ce qui est maintenant non, l'excuse de minorité, ou en la rétablissement dans sa forme antérieure à 1945, qui n'était pas non plus abominable, hein, il y avait déjà une forme d'excuse de minorité, c'est juste qu'elle a un peu évolué en 45, sanctionner les adultes, c'est-à-dire à partir de 18 ans, autant à 17 ans on a une différence, mais à partir de 18 ans, on va vous sanctionner très sévèrement, alors là encore en construisant des places de prison, mais pour pouvoir dire, bah, écoute, tu sais, si jamais tu veux te lancer, mon petit Rachid, dans la délinquance, faut bien que tu vois que ton grand frère qui a tenté ce genre de choses est en prison depuis 7 ans, Mmh. il va encore y rester 9 ans et il a été condamné quand il avait 22 ans. Ouais, Là, pour le coup, le petit se dit, bon, finalement, ça n'a pas l'air si intelligent que ça comme plan de carrière. effectivement. Philippe Prigent, on doit terminer cet entretien. En un mot, vous êtes quand même content donc des annonces de Gérald Darmanin? Ah bah, je suis toujours très souvent content des annonces de Gérald Darmanin. Le problème, c'est que c'est jamais suivi d'effet. Bon, bah voilà. Et ben, en tout cas, on va surveiller là cette fois s'il y aura des effets. On en doute un peu, mais pourquoi pas. Merci beaucoup Philippe Prigent d'avoir été avec nous Merci pour à vous. parler de tout cela. Et puis on vous retrouve très bientôt. Bonne journée.